Bonjour à tous, on est le même jour que la vidéo précédente sur donc la propriété privée, l'investissement public, voilà. Je souhaite rebondir sur un sujet qui m'a été commandé, c'est concernant le rythme de travail des travailleurs. Rythme de travail comprenant la réalité du quotidien à la maison et les trajets. Certains lieux de vie, certains lieux de travail sont devenus de vrais cauchemars psychologiques, carcans, dans lesquels on n'arrive pas à se dépêtrer, à sortir, parce qu'en réalité on est pris dans une espèce de continuum, vraiment, alors circulaire ou pas, je peux pas vous dire, on va dire un continuum tout droit, où on ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas pourquoi on le fait, la fatigue psychologique elle est là. Et on se dit, bon, je suis dans un travail qui me demande tant de trajets. Parce que potentiellement j'avais la croyance que je ne pouvais trouver du travail que dans ce secteur-là. Bon, parce que quand j'ai cherché ailleurs, c'était pas possible. Donc beaucoup de trajets. Je rentre à la maison après, on va dire, 1 heure de trajet et j'ai encore des tâches à faire et ma journée, elle se termine, si j'ai tout bien fait, à 10h, 10h30 du soir. Et donc, je regarde presque même pas la télé, je vais me coucher et j'ai l'impression de ne pas avoir passé de soirée. Et j'enchaîne le lendemain sur ma journée de travail. On arrive à un temps, il y en a qui le vivent absolument pas comme ça, le travail. Et il n'est pas normal que les personnes qui ne le vivent pas comme ça, le travail, qui soit plutôt allégé, imposent ce type de mode de travail aux autres. D'accord ? C'est une inégalité criante. Ce que je n'accepte pas de vivre pour moi, je ne le fais pas vivre aux autres pour que je puisse en plus le vivre différemment que les autres. Où on est dans un format d'entreprise où les patrons se donnent tellement que les salariés, quand ils voient le patron se donner, ils se disent c'est bon, je me donne, il y a quelqu'un qui se donne en haut, là, c'est bon. Surtout si le mec il pense un peu à récompenser ses salariés, c'est bon délire. Après, tu vas travailler. Mais quand tu es dans une situation où ça vivote bien, ça passe, ça dit bonjour et que finalement c'est beaucoup ceux d'en bas qui cravachent, parce que on justifie du pas de diplôme, donc ça cravache. Et ceux qui ont des diplômes, ça cravache aussi d'une autre manière et l'ambiance elle peut être pas forcément toujours idéale. Et il peut y avoir aussi de ces entreprises beaucoup de turnover où les gens ne veulent pas forcément rester, à part pour les avantages, et que les gens sont accrochés finalement qu'avec les avantages et pas par la bienveillance patronale, ni la bonne entente entre collègues aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la malveillance patronale. Il peut y arriver d'avoir des patrons bienveillants, mais il y a une ambiance de merde, parce que les salariés qui bossent juste en dessous de lui font qu'il y a une ambiance de merde et de compétition vraiment assez hargneuse, et que le patron ne s'inquiétant que du résultat. Si les résultats sont bons, basta, je cherche pas à comprendre, et on peut le comprendre parce que s'occuper et mener des sociétés avec des gens à driver, c'est très fatigant psychologiquement aussi, donc on peut aller aussi sur des solutions qui vont très vite psychologiquement, en disant c'est bon les résultats, ouais c'est bon, ça va, ça tient le coup, ouais ça tient le coup, bon allez c'est bon, basta. Parce que en réalité, quand on veut faire le bien, il y a des gens qui s'y sont essayés, des patrons qui ont voulu faire le bien, et on a l'impression que les salariés ne veulent pas du bien. Et on se retrouve vraiment à la situation à laquelle moi j'ai été confrontée, c'est-à-dire moi je suis porteuse de biens et beaucoup n'ont pas voulu de moi. Ça a été compliqué de vouloir de moi, vraiment, de m'accepter.
Et donc je me dis, ouais, les gens ils ont un problème avec le bien. Hein, quand ça va bien, limite ça va pas, quoi. Donc voilà, les gens s'y sont essayés, les patrons. C'est pour ça, j'ai pas un discours très virulent envers les patrons parce que je sais ce que c'est que de mener des groupes de gens et c'est usant. Voilà, c'est usant parce qu'en réalité, il y a beaucoup de plaintes. Il y a des plaintes parfois qui sont fomentées de manière à affaiblir la personne qui est en place. Non mais c'est une catastrophe. On est d'accord. Voilà. Donc ça, les gens, il va falloir que vous en preniez conscience qu'on le sait. Quand on est en haut de ce que vous pouvez manigancer en bas, ça se voit aussi. Le but d'une entreprise, c'est pas faire affaiblir la société, non, c'est la renforcer. Et que les patrons, ils le sentent, quelqu'un qui est là pour renforcer l'entreprise. C'est pour ça que des fois, il y a des différences entre les salariés, malheureusement. Donc, une différence de mentalité, différence d'objectif, une différence dans la fatigabilité aussi, une différence dans l'endurance, fait que tout ça, on peut être traité de manière un petit peu inéquitable entre nous salariés. Donc, j'ai envie de dire, haut les cœurs, hein, parce qu'en réalité, il peut y avoir des solutions, hein, c'est-à-dire s'investir vraiment de bon cœur, pas juste être présent, s'investir de bon cœur. Tu mets l'énergie. Et faciliter le travail à proximité de la maison. Voilà. Tout ce qui est long trajet, c'est une catastrophe. Mais alors, travailler avec des longs trajets, c'est une catastrophe. C'est très compliqué de travailler sur le long terme dans des conditions comme ça. Il y a forcément au bout une fatigue, une maladie, une dépression qui font que la personne, elle va être en maladie longue durée. Je vous le dis. Hein. Il va falloir vraiment changer la politique du droit de travail chez les personnes. On ne peut pas expliquer, non, cette personne, elle ne peut pas parce que sinon, cette personne, elle n'a pas le droit de travailler dans ce secteur-là parce que là, vous ne pouvez pas faire ça. C'est un droit. Si vous-même, Français, vous enlevez le droit aux autres Français alors qu'ils sont vos égaux, c'est pas bien. Parce que vous lui faites du mal. Et vous prenez du péché en plus en faisant ça. Donc c'est vraiment pas bien. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre en question parce que c'est pas qu'un problème patronal, hein, c'est un problème collectif social. Pour ça, j'ai pas mis de foulard rouge. Pour sortir du communisme, pour défendre le droit des salariés. Je défends les droits de tout le monde, moi. Donc, voilà. Hein, pour des problèmes de jalousie, pour des problèmes de pouvoir, pour des problèmes de domination, pour des problèmes de positionnement géographique, pour des problèmes de position sociale au sein des communes. Il y a beaucoup de raisons qui font que des personnes ne puissent pas avoir le droit de manière équitable vis-à-vis des autres. Parce que ceux qui sont toujours en domination ou en pouvoir ont des préférences, ont ci, ont là, et que le public est là aussi pour rappeler que non, tout le monde a son droit et qu'il faut respecter, qu'il n'y a pas de discrimination pour ça. Donc on a besoin du public autant que du privé et j'aimerais qu'on arrête de bagarrer les uns contre les autres en expliquant que c'est mieux le privé et mieux le public. Moi j'aime bien quand les deux bossent ensemble et j'aime bien et je trouve qu'on a besoin des deux. Voilà, donc je suis pas plus privé que public. Hein. Donc, il y a quand même des notions, je pense, malheureusement, encore une fois, liées à la Déclaration des droits de l'homme qui ont été très mal comprises, qui n'ont intéressé pratiquement personne, d'accord? Mais pourtant, c'est une litanie que tout le monde aime rappeler quand on n'est pas content. C'est solidarité, fraternité, égalité. Ça commence par nous en bas. Et après, ça augmente, ça monte. Quand on voit que les gens ont étudié la pyramide de Maslow, ce qui n'est pas la plus difficile de pyramide, et qu'on voit que le niveau de sagesse, quand même, dans la base
de la pyramide, c'est la sécurité. C'est-à-dire que si nous, à la base, de manière solidaire, on n'arrive pas à se sécuriser les uns les autres, on a échoué dans notre pyramide de collective. On a échoué. Voilà. De fait, il est quand même, notamment pour beaucoup d'entre nous, de noter que la solidarité, elle se fabrique. Et elle ne tombe pas du ciel. Comme ça, Dieu, il est solidaire, mais j'ai pas... Enfin, c'est-à-dire, j'ai trouvé des gens solidaires sur mon parcours, ce qui m'a pas fait perdre ma foi en Dieu, d'ailleurs, ce qu'il a alimenté. Mais c'est les gens qui ont été solidaires de moi. Sinon, je ne survivais pas. La solidarité, on la fabrique. On la fabrique. D'accord ? C'est quelque chose qui est immatériel, mais qui se fabrique par « J'ai vu que tu manquais. Ne te vexe pas. Je vais te donner. » Parce que les gens qui se vexent parce qu'ils n'y arrivent pas ou quoi et que ça se sait, va falloir arrêter cet ego-là. Il fait du mal au monde entier, cet ego. Parce que ça veut dire que vous nous interdisez d'être solidaires. Alors que c'est un droit et c'est un devoir en France. C'est dans notre constitution, c'est la base de notre constitution. Donc, voilà, moi je crois qu'il faut vraiment entendre le message là que je suis en train de lancer. C'est-à-dire, la solidarité, elle se fabrique et qu'on ne peut pas la refuser parce qu'on a été vu en manque de quelque chose. Vous n'en avez pas le droit. Toutes les personnes qui ont été vues manquer de quelque chose d'important devraient être approchées par des personnes de proximité, entourage, où on lui explique qu'elle n'a plus le droit de refuser pour des raisons d'ego de l'aide liée à notre histoire commune française. Premier point. Voilà, c'est terminé, on n'a plus le droit de refuser. On n'a plus le droit de refuser l'aide. Deuxième point, la fraternité. Donc la fraternité, c'est un sentiment de fraternité qui se jouait beaucoup lors de repas communs. Vous savez, ces fameux repas aussi qu'on faisait dans les communes, dans les petites communes, où on se regroupait tous, gens du village, et on mangeait ensemble. Cela fait partie de la communauté. Cela fait partie de la table de Cana. Cela fait partie de l'enseignement de Jésus. Cela fait partie de la religion chrétienne. Et cela a disparu. J'invite les gens à refaire, à repratiquer l'acte de la table de Cana. Mais alors, avec du vin, voilà, pas ensorcelé, de l'eau à disposition, voyez, et de la bonne nourriture, pas ensorcelée non plus. Voilà, mais j'invite les gens à avoir la volonté et à mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de dynamisme dans les communes, même si c'est caché. Il y en a même encore plus qu'avant, je pense. Mais il faut remettre en place ces tables de Cana qui sont de l'enseignement de Jésus. Il faut qu'on se saisisse des enseignements de Dieu au sein même de notre société et que ça fasse un peu plus loi. Franchement. Voilà, c'est ce que je préconise. Et concernant l'égalité, donc il y a eu beaucoup de débats. L'égalité, on va revenir un peu sur le sujet du travail, parce qu'en réalité, sous couvert de ces fameux diplômes et statuts écoliers, on est touché par de l'égocentrisme et de l'inéquité. Alors, parce qu'il y a un problème avec égalité et équité. Donc, équité et égalité, quelle est la différence?
Alors, quelle est la différence entre égalité et équité? Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Voilà, l'égalité, effectivement, il y a une notion où il faut qu'elle soit parfaite. Il y a une demande de perfection dans l'égalité. Il y a une attente de perfection dans l'égalité. L'équité, il n'y a pas une attente de perfection. Voilà, c'est équitable. On se satisfait de ouais, c'est équitable, ça va. Hein. De l'à peu près, donné pour tout le monde à peu près, ça va. Psychologiquement, on est moins... Tu dis le terme égaux à quelqu'un, alors qu'il soit gosse, qu'il soit ado, ou même adulte, ou français, tu sais. Non mais c'est vrai. Genre tu dis le terme égalité, là tout de suite, ça n'existe pas l'égalité. Non mais ou pas. Voilà. L'égalité, ça n'existe pas. Donc pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme l'apanage, entre guillemets, des prophètes. Et qu'il n'y a que eux qui savent traiter d'égal à égal, ou égaux à égaux, les gens ou les communautés entre elles. C'est un truc religieux, l'égalité. Si t'as pas la religion, tu sais pas faire l'égalité. Donc c'est dur de séparer quand même la notion de république de la religion aussi, de manière abstraite. Je dis pas dans les pouvoirs. Hein. Mais, en réalité, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que c'est seulement ceux qui ont véhiculé le message de Dieu ou qui sont des bons serviteurs de Dieu, d'excellents serviteurs de Dieu, qui savent faire égalité entre les personnes. Mais les autres, ils font équité. Donc, si vous voulez, on a un petit peu biaisé cette part-là de notre déclaration, de notre si belle déclaration des droits de l'homme, en disant « ouais, on vise l'égalité ». Et c'est là où j'ai envie de dire « ouh ». On a fait preuve d'un idéalisme forcené qui n'est pas en lien avec la commande puisqu'il y avait une demande de séparer le règlement de l'Église et de l'État pour ne plus être fourvoyé et démuni ou avec des complots ou sabotés par le Vatican au travers de notre histoire politique française aussi. Donc, ce que j'ai envie de dire... C'était pas égalité qu'il fallait choisir. Hein. Moi, qu'est-ce que j'avais choisi en tant que Madeleine? Je l'avais retrouvé la dernière fois. C'était... ouais. Fraternité, patience et endurance. C'était... Non mais, tu vois ou pas? C'est un côté... voilà. C'est-à-dire fraternité, patience et endurance. Parce que pour œuvrer que collectivement, et ça me semblait plus réaliste, d'apprendre aux Français que il va falloir être patient pour que la collectivité elle avance. Il fallait être fraternel vraiment, c'est-à-dire continuer à partager des moments ensemble. Mais qu'il fallait être endurant dans la patience et dans la fraternité. Et qu'à un moment donné, moi je m'étais dit, tu sais, dans mon intelligence à l'époque, que la Déclaration des droits de l'homme 1789, elle est ce qu'elle est en 1789, mais qu'elle avait le droit d'évoluer. C'est-à-dire on pouvait mettre fraternité, patience, endurance, mais 2 siècles après, changer parce que le monde aurait réussi à changer et on visait d'autres idéaux. Je suis partie comme ça, moi, dans ma tête à l'époque, vous imaginez? Nous, on nous fait rester sur des principes qui datent de 3 siècles et en devant toujours les défendre et en presque n'y arrivant plus à les défendre, hein, parce que ça commence à pas être défendable, on a fait de la merde. D'accord? Mais partir sur un truc réaliste en disant je vise ces objectifs-là, ces valeurs-là, voilà, les objectifs, ils auraient été patience, fraternité, endurance, on disait bon, ça fait pas plaisir, mais c'est un objectif à tenir pour avoir autre chose. Peut-être cette égalité après, peut-être cette solidarité plus après. Là, on n'a rien. Voilà. Voilà ma mentalité de comment j'avais réfléchi à l'époque. Mais... elle faisait pas plaisir, voilà, c'était pas les beaux idéaux, ouais, égalité, fraternité, ça tape dans la tête, ça fait beau, mais après, ça chie sur les gens, voilà. Donc ça,
J'étais pas très contente. J'étais pas très contente parce que j'étais souvent mis en avant pour me battre, pour défendre, mais que quand il y avait un truc un peu intello à mettre en place ou à avancer de ma part, c'était toujours non, attends, on va changer. Là, j'ai dit vas-y, change, on verra le résultat. Non mais, vous voyez, j'ai été patiente, d'une patience, mais pas d'ange. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, c'était ça, et que donc le fait qu'il se retrouve avec le temps de travail et de trajet, forcément, n'est pas équitable. Il y a des personnes qui vivent à côté du boulot, d'autres qui ne vivent pas à côté du boulot, et c'est la principale problématique, parce qu'en réalité, cette forme d'inégalité-là, de non-proximité du travail, fait que ça crée quand même une différence de traitement, parce que les personnes, elles vont être quand même moins efficaces que d'autres au travail, elles vont arriver moins tôt, il y a plus de risques de retard, et donc on est mal vu un peu dans l'entreprise, et il y a tout ça qui se joue au sein des entreprises aussi, hein. Donc, pour moi, aujourd'hui, la problématique, et comme elle est soulevée par le télétravail, puisqu'on a eu la période du Covid et que les gens se sont lâchés en expérimentant le télétravail en se disant, finalement, je suis autant efficace à la maison qu'au boulot, qu'est-ce que j'allais me faire chier à me payer un trajet, un ticket de bus et tout, que c'est rentable juste pour aller me faire beau, payer des fringues, nanani, pour aller me présenter, machin, vous voyez. Tout ça d'investissement économisé, tout ça de temps, d'énergie aussi gagné. Forcément, les gens, ils se posent du télétravail, ils disent, attendez, moi, on me propose la vie comme j'avais, avec tant de travail, la voiture, l'essence, le bordel et tout, avec tout ce que j'ai économisé là, vous m'avez pris pour qui? Donc, oui, la question, elle se pose du télétravail, elle est moderne. Oui, la question du temps de trajet vis-à-vis de ce qui sont autour des entreprises, malheureusement, parfois, c'est pas les profils qu'il faut profiler de cette manière-là. Il faut peut-être un peu plus aussi profiler des gens proches et les former. Les former, comme ça se faisait dans le temps, avant, aussi prendre le temps de les former et pas les vouloir arriver tout cuit, tout cru, et que finalement, ils soient déjà formatés, que parfois ça colle pas non plus avec la mentalité du patron, ni avec la mentalité du service dans lequel ils arrivent, même s'ils ont leur diplôme. Non mais voyez ou pas? Voilà, vous le savez, je vous apprends rien. Bon. Je vais arrêter là-dessus. Il y a eu 2 vidéos un peu longues. Donc, voilà. En plus, c'était des thématiques un peu chargées. Mais, vous avez le temps de les regarder quand vous voulez. Hein, voilà. Je vous souhaite une excellente journée.